Merci à vous en tous les cas. À la suite de votre émission, et nous allons parler à présent d'Europe. Mais ne fuyez pas, restez avec nous. On ne va pas parler de l'Europe techno, mais au contraire de celle qui nous manque, celle à laquelle nous avons cru. Y croyez-vous encore d'ailleurs à ce projet européen? 100 ans après la bataille de Verdun, il faut se rappeler les leçons de l'histoire. À tout de suite. Vous souhaitez réagir à l'actualité? Les grandes voix d'Europe 1 vous répondent. Appelez le 3921. 3921. 50 centimes la minute. Et c'est aujourd'hui dans le journal du dimanche, le tout nouveau ministre des Affaires étrangères Jean-Marc Ayrault a déclaré ceci. Il faut recréer une envie d'Europe et redonner à tout le monde des raisons d'aimer l'Europe. Alors il y a du boulot, monsieur Ayrault, et sur ce sujet, nous sommes en ligne avec Jérôme. Bonsoir à vous, Jérôme. Bonsoir aux grandes voix. Bonsoir. Ce qui vous frappe, je crois avant tout, Jérôme, et vous souhaitez insister sur ce point, c'est l'Europe de toutes les divergences. Il y a trop d'intérêts différents, voire contradictoires, dites-vous. Voilà, c'est exactement pour ça que l'Europe ne peut pas fonctionner. C'est que l'Europe est trop nombreuse, si vous voulez. En fait, pour faire un parallèle, en fait, avec le bâtiment, un pays indépendant, c'est comme une maison individuelle. C'est-à-dire que le propriétaire peut décider de changer des choses en façade, tout ça. C'est de son propre chef, donc il est libre de faire ce qu'il veut. Après, on est passé à une copropriété, à six copropriétaires. Donc c'est l'Europe des 6 qu'on a eu. Là, chez lui, il peut faire ce qu'il veut. Par contre, dès qu'il touche à ce qui est commun aux 6, il faut l'aval des 6. Aux fondamentaux, exactement. Voilà. Oui, c'est une belle comparaison. Voilà. Et maintenant, on est à l'Europe à 28. C'est-à-dire que vous avez un immeuble avec 28 étages. Donc, c'est-à-dire que les intérêts de celui qui est au rez-de-chaussée, par exemple, sont pas les mêmes intérêts que celui qui est au 5e ou au 6e étage. Donc, et vu que pour changer un traité européen, il faut la signature des 28 États membres qui ont tous des intérêts divergents au sein de l'Europe, ça ne peut pas fonctionner. Alors peut-être une première réaction sur ce que vous dites, c'est très intéressant à l'instant. Gérard Carrero, sur cette Europe hétéroclite. Oui, alors c'est vrai que l'Europe, il y a eu une grosse erreur qui s'est faite il y a maintenant un certain nombre d'années, il n'y a pas si longtemps que ça, mais ça a été d'aller trop vite vers trop d'États. C'était à 6, 8, 12, ça fonctionnait encore potablement. À partir du moment où on est 27, 28, et si on devient un jour 32 ou 34, ça devient extrêmement complexe. Cela étant, donc ça, la complexité, c'est vrai. Mais moi, je suis, alors là pour le coup, optimiste sur l'Europe. Je me dis, bon, l'Europe protège. L'Europe nous a protégés. C'est le moment de Verdun de le rappeler, elle nous a protégés de guerres intestines en Europe, en tout cas parmi les pays. Elle amortit l'Europe, elle amortit l'extrémisme. Vous me direz, il y a du populisme qui se développe. Je pense que l'Europe est un formidable amortisseur et que s'il n'y avait pas l'Europe, il y aurait un certain nombre de pays qui seraient au bord du basculement vers des régimes effectivement totalitaires. Et puis elle amortit la faillite des Grecs, elle amortit. Donc l'Europe, pour ces raisons-là, et puis elle rapproche les peuples. Vous avez autour de vous des jeunes qui vont bénéficier d'Erasmus et aller. Non, il y a beaucoup de raisons d'être optimiste sur l'Europe. Vous êtes il y a une raison, Jérôme, de ne pas être optimiste. Et une raison très importante. Ce sont les migrants, les réfugiés. L'Europe est fortement divisée. Regardez ce qui se passe sur le front de l'Est. Regardez l'Autriche qui, dans les 48 heures qui vont venir, va demander un sommet, de toute façon, sur la fermeture des frontières. Tsipras, qui demande que tous les pays de l'Est ne se ferment pas, parce que sinon il va se retrouver avec son pays devenu un piège à migrants, qui vont être complètement bloqués. Et il y a un autre choc qui se prépare, pas seulement sur le front et l'exil de la Syrie et de l'Irak, mais aussi sur la Libye. Les Américains ont frappé ces dernières 48 heures, et déjà des milliers, je dis bien, de Libyens veulent émigrer. Que va-t-on faire par rapport à tout ça? D'autant que le Premier ministre français, dimanche dernier, au sommet de Munich, qui est un sommet qui réunit la plupart des pays européens sur la sécurité, a dit que la France ne permettrait que 30 000 migrants et pas un de plus. Charles, c'est pas en bazardant l'Europe qu'on résoudra le problème que tu viens de décrire. Il est juste le problème que tu viens de décrire. C'est pas parce qu'on dirait reprenons chacun. C'est même le contraire. Ça serait pire, je pense. Mais c'est bien ce que je dis. Et justement, pour l'instant, il y a un désaccord. On va laisser parler surtout Jérôme, notre auditeur. C'est le principe de l'émission. Jérôme, je crois que vous dites, vous, si après l'accord qui a été conclu avec la Grande-Bretagne, si les Britanniques veulent partir, qu'ils s'en aillent, c'est ce que vous pensez? C'est pas exactement ça. Déjà, les Britanniques ne sont pas intégrés totalement à l'Europe, dans le sens où ils ne sont pas ni dans Schengen ni dans l'euro.
Donc c'est déjà des choses au niveau des accords qu'il a demandé qui ne rentrent pas en compte par rapport si la France venait à faire la même démarche. J'ai entendu tout à l'heure, je ne sais plus lequel c'était des grandes voix qui disaient par rapport à la Grèce. Moi j'ai une citation de Jean-Claude Juncker au 21 janvier 2015. Oui. Qui dit précisément ceci. Dire que les choses vont changer parce qu'il y a un nouveau gouvernement à Athènes, c'est prendre ses désirs pour des réalités. Il ne peut y avoir de choix démocratique entre les traités européens. C'est donc, on n'est plus maître en fait de la politique intérieure de chez nous. Nous avons la politique qui est faite par la Commission européenne à Bruxelles. Nous avons la politique budgétaire qui est faite par la BCE à Francfort. D'ailleurs, qui est indépendant. Voilà, donc, vous soulignez le point le plus important qui est celui de la souveraineté. Peut-être une réaction, voilà. Michel Cotta, c'est important ce sujet. Et donc, Allez-y, continue. Au niveau défense et militaire, on est dirigé en fait par l'OTAN à Washington. D'ailleurs, on peut lire sur le site d'Eurocorps. Donc je vous le traduis. C'est marqué une force militaire pour l'Union européenne et l'Alliance Atlantique. Donc toutes les guerres en fait que nous menons, quand on dit l'Europe c'est la guerre, il n'y a qu'à voir dans quelle situation se trouvent les forces armées françaises. On a bien compris votre pensée. Jérôme, je vais laisser réagir Michel Cotta sur cette perte de souveraineté. Oui, moi, je m'inscris un peu dans le sens de ce que dit Jérôme. Moi, je n'ai jamais cru à la souveraineté, à une sur-souveraineté de l'Europe par rapport aux souverainetés populaires. J'y ai jamais cru. J'ai jamais cru, ça ne m'a fait jamais rêver, comme a dit Jean-Marc Ayrault. Je crois que ça a fait rêver, effectivement, des gens qui sortaient de la guerre de 40-44, qui avaient peur du monde communiste, qui par conséquent se disaient tous ensemble, il y aura pas. Je pense que c'est ça, le rêve européen, mais ça, je crois qu'il n'existe absolument plus. En revanche, il y a des réalités européennes, je trouve, qui sont importantes et dont vous parlez pas, Jérôme, franchement. Quand on fait le tunnel sous la Manche, ou quand on fait Airbus, on voit bien que ce sont des programmes européens, que ce sont des programmes bien définis, qui font avancer les choses. Non, Airbus, c'est pas un projet. Airbus, c'est une réalisation, c'est une réalité, le tunnel sous la Manche aussi. Par conséquent, il y a quand même une vérité de l'Europe qui est hors de la constitutionnalité de l'État fédéral ou de l'État confédéral. Il y a une réalité de l'Europe qu'on n'arrive pas maintenant. Ce que vous dit Jérôme, ce sont des projets, bien sûr, des réalités, mais face au problème des migrants, etc., il ne suffit pas juste... Vous voyez les migrants, effectivement, on voit bien la grande peur des Allemands, et surtout de Madame Merkel, d'être isolés après en avoir accepté beaucoup. On voit bien le problème de la Grèce. C'est vrai que la Grèce, si on ferme toutes les frontières sur la Grèce sera seule avec 1,5 million de migrants. Et ça, elle ne peut pas. Mais il doit justement, je crois qu'on s'en sort par un accord intérieur à l'Europe qui sera plus important que chacun pour soi. Oui, Jérôme, je suis d'accord avec Michel. Là. Vous savez, l'Europe, c'est pas... pour prendre une comparaison, c'est pas l'Union soviétique des années Brejnev, où vous aviez tout un ensemble de républiques soi-disant libres qui étaient obligées de suivre la ligne du Kremlin en toutes circonstances. L'Europe, c'est pas ça. Ce sont des gens qui sont ensemble et qui sont obligés de faire des concessions, de négocier. Et de temps en temps, c'est plus difficile. Avec la Grèce, ça a été difficile. Avec un certain nombre de pays qui veulent effectivement avoir une attitude trop, comment dire, anti-migrants systématique, c'est difficile. Mais il n'empêche qu'on arrive à... Alors voilà, on avance lentement et c'est difficile. On remercie Jérôme, on poursuit notre discussion.